parlé un petit peu de nos transformations génétiques à un moment donné, entre l'Homo sapiens et le sapiens sapiens que nous sommes nous aujourd'hui. Il y a eu une progression fulgurante, alors je n'ai pas exactement le nombre de milliers d'années, mais c'était très peu par rapport au changement qu'il y a pu avoir entre l'Homo erectus, etc., où là ça s'est allé sur des périodes beaucoup plus lentes. Absolument. D'un coup, il y a eu le clac, et on a eu comme si génétiquement on a été modifié, comme si on était débridé. Et j'ai l'impression que ces grands mystiques comme Padre Pio, Edgar Cayce, qui n'était pas forcément mystique d'ailleurs, mais Non, alors lui, pas du tout. pas du tout. Mais on a l'impression que ces gens-là, même des Bouddhas ou Jésus, ils ont eu comme une clé qui a été déverrouillée en eux, et ils ont pu avoir accès à des niveaux de connaissances qui étaient largement supérieurs que le commun des mortels. Voilà. Et cette clé de la connaissance, par le fait qu'on est des enfants divins, on l'a tous. Mais on ne sait pas s'en servir. Voilà. On a tous cette clé. On ne nous apprend pas à nous en servir. Bien sûr que non, au contraire, on nous abrutit. Bien sûr, c'est bien plus facile d'abrutir les gens que de les éveiller à la conscience. La preuve, c'est que tous les gens qui ont été vraiment des trouveurs, hein, je ne parle même pas de chercheurs, mais de trouveurs, il faut savoir ce qu'on en a fait. Ce pauvre Nikola Tesla est mort dans la misère. Et il n'est pas tout seul dans son genre. Voilà. Donc, c'est comme si vraiment la Terre, quelque chose empêchait les êtres humains de donner la pleine, je dirais, la pleine puissance divine qui est en nous. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui ne sachent rien, d'autres qui sachent trop. On est tous venus sur la Terre pour apprendre. Donc moi, je trouve que le plus gros obstacle pour la prise de conscience, c'est l'ignorance dans laquelle on maintient les êtres humains. Le manque d'ouverture d'esprit, même. Voilà. Manque de curiosité. Manque de curiosité. Besoin toujours d'une forme de cadre rassurant autour de soi. Voilà. Et notre besoin de sécurité. Oui. Bon, on ne peut pas avoir de la sécurité sur la Terre. La mort peut arriver dans 10 minutes, dans n'importe quand. La mort, elle est permanente, si on peut dire. Et nous, on veut avoir les assurances de ci, les assurances de là. Puis finalement, on a l'assurance qu'on mourra un jour. Voilà, ça, celle-là. Pas besoin de payer pour ça. Tu crois à la réincarnation ? Ah oui. Oui, j'ai même eu des preuves. Même dans ma propre existence. Oui, oui. Ça, c'est clair. J'ai eu des preuves concrètes dans ma façon, quand j'étais plus jeune, d'avoir eu des réminiscences très, très nettes de vie antérieure. Et c'était quoi, sans trahir de secret, tu étais quoi par le passé ? J'étais un prêtre. Ah. Et il y a eu d'autres... tu as fait d'autres métiers Ah, mais alors, après, c'est souvent des choses... Alors, excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu dis j'étais prêtre, est-ce que tu as des souvenirs plus précis de ce prêtre ? Très précis. De lui, non. Mais j'ai des gens qui l'ont vu, qui m'ont vu avec ce prêtre à côté. Mais moi, la façon dont j'agissais quand j'étais jeune. Est-ce qu'il a une relation avec le prêtre qui est dans tes romans ? Oui, bien sûr. Et je l'ai compris que bien longtemps après. J'ai dit, pourquoi est-ce que c'est un... voilà. Bon, j'ai dit, non, mais c'est... C'était lui. Et ça, alors encore une fois, c'est venu... Mon livre j'avais déjà commencé d'écrire ce livre quand ça s'est imposé à moi. Donc c'est pas moi qui ai voulu que cet homme soit prêtre, c'est que des réminiscences... Puis après, moi, je peux plus expliquer. Hein. Il y a des choses qui sont inexplicables. Ça se vit, c'est ce tout. prêtre-là, est-ce que tu t'es amusé avec Muriel, ta fille, à retrouver peut-être un passé par rapport à la généalogie ? Est-ce qu'il a existé réellement ? Non, mais il est vrai que ça serait intéressant. Il avait un père militaire. Tu sais à peu près la zone géographique dans laquelle il était ? Oui, il était né en Normandie. Ouais. Donc Normandie avec tout ce que ça représente peut-être. Mais après, j'ai jamais trop essayé ce genre de choses, ne m'a jamais très intéressée. Et je trouve fabuleux que ma fille, justement, c'est comme si elle comblait un trou. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais étudié, jamais approché. Et il se trouve que c'est ma fille qui maintenant fait comment je dirais, complète un peu tout ça. Et elle le fait avec énormément de passion, elle aussi.
Parce que c'est ça finalement, ce qui est important, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est cette petite flamme qui est en nous. Et ce que je trouve malheureux, c'est qu'il y ait des gens qui l'ont, cette flamme, qui ont cette passion, qui ont des talents immenses, et que souvent la société ne leur permet pas de développer, pour des raisons peut-être de couleur, de sexe, de religion, d'appartenance à, etc. D'éducation, etc. Oui, voilà. Fortune aussi. Parce qu'il y a des gens, moi je dis qu'il y a des gens fantastiques qui vivent sur la Terre. Hein. Est-ce que tu penses qu'on est tous égaux? Ah oui, ah oui. Là pour moi, égaux, enfin qu'est-ce que tu attends par égaux? C'est-à-dire qu'au départ, on a tous les mêmes chances, Ouais. quelque chose près, il y a quelque chose près, Euh, et qu'après, petit à petit, il y a des distorsions qui se créent, et qu'il y a des inégalités qui apparaissent, mais pas forcément sur le plan matériel, sur le plan déjà, on va dire, un petit peu génétique, parce qu'il y a des modifications qui se font, et après sur le plan un peu plus lié à nos acquis. Parce qu'on va être confronté à des situations qui fait qu'on va être plus ou moins modelé par ci, ça, là. Si tu nais dans un château ou si tu nais dans une favela, il est bien évident que tu n'auras pas les mêmes chances. Mais des fois, tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que ceux qui sont nés dans les favelas vont avoir des vies extraordinaires, alors que ceux qui sont nés dans les châteaux vont peut-être plutôt avoir tendance à dégénérer, souvent parce qu'ils sont dans le bien matériel en permanence, ils n'ont pas cette envie de se dépasser, puisqu'ils sont déjà, on va dire, au maximum, on ne peut pas avoir plus. Donc c'est peut-être ces gens qui sont riches au maximum et qui arrivent à encore aller à un état au-dessus, qui sont vraiment très respectables, comme ceux aussi qui sont d'ailleurs dans les favelas. Mais d'ailleurs c'est amusant ce que tu me dis là, parce que hier, je regarde très souvent Invitation au voyage. Je trouve que c'est une émission sur Arte et que j'adore. C'est mon petit moment de bonheur tous les jours. Et hier justement, on parlait d'une femme noire qui a perdu sa place parce qu'elle était noire, etc. Et qui a été obligée de vivre dans une favela et qui est devenue écrivain. Et qui est devenue, évidemment, au Brésil, une personne très connue disons, parce qu'elle a su montrer ce que c'était que la vie dans les favelas. Et après, bien sûr, elle a eu... le destin n'a pas été trop gentil avec elle, mais elle a vécu dans une favela. Et ses livres ont été traduits dans je ne sais pas combien de langues. Donc, effectivement, seulement ça n'arrive pas très souvent non plus. En écoutant une de tes interventions avant de te rencontrer, tu parles et tu évoques le miracle de la vie. C'est-à-dire que le spermatozoïde qui existe et qui rencontre l'ovule, tu vois très bien de quoi je veux parler. Oui. Et il y a un mystère que la science n'arrive pas à expliquer, c'est comment la vie naît à ce moment-là. Il y a une espèce de microseconde où il y a un éclat de lumière, d'ailleurs, c'est ce que j'avais expliqué. C'est ce que tu dis. Oui, il paraît, moi je ne l'ai jamais vu, et pour cause, même si j'ai eu des enfants, il y a une sorte de déflagration, comment je dirais, un éclair, de la vie arrive là, au moment. Oui, parce que ça a été observé par échographie, etc. Oui. Et il se trouve que les savants, que les chercheurs le savent, hein, les scientifiques le savent. Ça avait été dit il y a des années. Alors, ils le savent, ils constatent le phénomène, mais ils ne l'expliquent pas. Ils ne l'expliquent pas. Mais la vie, c'est vrai que pour arriver, c'est une étincelle, c'est quelque chose d'étonnant. Hein. Et ça fait un flash lumineux, c'est-à-dire sur les échographies, j'avais justement vu un reportage sur Arte il y a quelques années de ça, et il faisait voir le spermatozoïde qui arrivait dans l'ovule, et en fait, il y a une petite période qui est relativement calme, alors je n'ai pas les données précises en tête, mais c'est de l'ordre de quelques secondes à quelques minutes où il ne se passe rien, et d'un coup, flac. C'est ça. Et là, on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi. Mais enfin, maintenant, on peut comprendre, c'est que la vie, elle vient du cosmos. Donc il y a des êtres qui sont là pour nous accueillir en quelque sorte. Comme il y a des êtres qui nous accueillent quand on s'en va. Mais c'est un peu autrement, c'est pas tout à fait le même accueil, quoi. C'est ce qu'on pourrait appeler le miracle de l'amour, quelque part. De l'amour ? Oui. Ah oui, ça c'est sûr. L'amour, c'est une force dont on n'a même pas idée, nous, parce qu'on est toujours que dans des petites amours, finalement. Enfin... Je ne parle pas même entre hommes et femmes, mais on n'a pas encore vraiment compris l'immensité de l'amour.
on en a quand même des exemples assez importants. Par exemple, entre les mères et les enfants, ça peut être entre les maris et les femmes, on peut avoir ce genre d'amour, amour pour la patrie, amour pour la terre, etc. Mais il y a très peu de gens qui ont connu vraiment en eux cet amour extraordinaire qui nous rend, je dirais, qui nous fait dépasser complètement nos limitations. Et tu ne penses pas qu'on peut créer une analogie, alors bon, peut-être pas forcément avec l'amour de la patrie, hein, mais par exemple au début, quand on rencontre quelqu'un et qu'on est amoureux, on a des périodes, ouais, ça peut aller pour certains, je dirais de quelques jours malheureusement, à d'autres 3 mois, où il y a quand même une période amoureuse intense, qu'on peut comparer aussi à une période de rupture, quand la rupture est douloureuse, où là on a cet état de sursensibilité qui est dans l'émerveillement positif quand on est dans cette vie amoureuse des premiers mois de la relation, qui s'estompe peu à peu, et après elle peut se stabiliser ou alors carrément redescendre complètement. Oui, ou alors se transformer tout simplement en amour. On peut l'avoir avec un enfant aussi. Voilà. Ma question c'est la suivante, est-ce que ça peut être comparable, ces périodes-là hein, qui sont magiques, hein, aussi bien dans la joie que dans la grande tristesse, c'est des moments de sursensibilisation qui nous font vraiment vibrer, qui nous font vraiment beaucoup de bien ou vraiment du mal. Est-ce qu'on ne peut pas le comparer un peu à cet amour dont tu parles là? Oui, parce qu'au moment où on est amoureux, je souhaite que tout le monde l'ait été au moins une fois pour savoir ce que c'est. Eh bien, il se passe vraiment quelque chose, une espèce de déflagration qui tout d'un coup va transformer tout le monde qui était gris, qui était triste, qui était sans espoir, tout d'un coup, tout flambe. Voilà. Alors là, bien sûr, il y a aussi une question d'hormones. Oui. Mais enfin, les hormones, c'est quoi? C'est ce qui est le plus près du divin. Oui, voilà, elles sont bien déclenchées par quelque chose. Quand on pense par exemple à notre glande pinéale, j'ai beaucoup travaillé sur la glande pinéale, pas la glande elle-même, mais ce qu'elle procure. La glande pinéale, les Égyptiens disaient déjà, c'est le soleil dans la tête. Ils le disaient comme ça. Elle est bien là. Elle est là, voilà. Oui, voilà. Un soleil dans la tête, quand ça te tombe dessus, c'est un peu éblouissant. Donc l'autre nous éblouit. Et forcément, puisque c'est nous qui lui envoyons notre propre éblouissement. Quitte après à revenir un peu sur la chose en disant oui, bon, il n'est peut-être pas tout à fait, ou elle n'est pas tout à fait comme je la croyais au début, mais il y a eu quand même cet éblouissement. Voilà. Tout d'un coup, tout le corps flambe. Alors là, ça me fait revenir sur ce dont on a évoqué un petit peu tout à l'heure aussi, il y a des personnes qu'on rencontre dans nos vies, alors je parle sur la dimension sentimentale, où c'est très puissant, on va dire, au début, et on se rend compte en définitive que, au bout d'un moment, il y a des espèces d'engrenages qui ne s'emboîtent plus, etc., puis ça va de pire en pire, et à la fin, on est presque amené à constater, moi ça m'est arrivé quelquefois, enfin, je parle de mes expériences perso, mais c'est que j'ai eu l'impression c'était une histoire du passé. Ah oui. Tu vois, un peu à la Lelouch, un peu, tu vois, dans ces films, il en parle souvent, qui faisait que on essayait de reconstruire une histoire qui s'était mal passée, mais qui avait rien à faire quand même, quoi. Là, c'est très difficile à dire. C'est très difficile à expliquer. Je crois, non, ça, on ne peut pas bien expliquer. Ou alors, il y a des gens qui se reconnaissent, tout simplement, ils se reconnaissent. Ah, ça, c'est très inconscient, hein, comme Ah oui, voilà. C'est inconscient, voilà. Maintenant, il y a aussi des gens, ils ont eu des déceptions, ils ont été malheureux, et à un moment donné, ils sont prêts à tomber amoureux. On n'est pas prêt à tomber amoureux n'importe quand. Ça s'explique pas, ça non plus. Il faut une sacrée initiation, en fait. Il faut une sacrée confiance en soi. Et ça se voit des détails, souvent. Ah oui. C'est pas grand-chose. Mais c'est merveilleux d'être amoureux, et puis surtout quand c'est réciproque. Parce qu'il y a quand même aussi, ça arrive, avoir l'éblouissement, mais il soit que d'un côté. Après, c'est bien dommage, alors après, bon, ça finit. Mais il y a des gens qui sont malheureux toute leur vie après. Ils disent, je ne pourrai plus jamais aimer quelqu'un parce que j'ai tout connu là. Malheureusement, c'est souvent chez les femmes, en fait, que ça se passe. Et oui, parce que nous avons un corps astral, émotionnel très, très,
très fort. Voilà. Est-ce qu'on peut appeler l'intuition féminine quelque part? Ah ben ça oui. Ouais. Nous on fonctionne avec notre cerveau droit. Hein. Ça c'est sûr. Bien sûr. Alors que les hommes fonctionnent plutôt avec leur cerveau gauche. Ou celui Mais ce qui fait... Enfin, ça ne veut pas dire que les deux... Voir le cerveau du milieu un peu plus bas. Oui, mais on ne va pas entrer dans ce genre de discussion parce que ça nous emmènerait très très loin. Brigitte, si tu nous regardes, magnifique. Mais c'est vrai que beaucoup d'hommes ont des pulsions beaucoup plus peut-être terre à terre que les femmes. Pas tout, ça c'est des généralités, hein, parce qu'il y a des hommes qui ont des côtés féminins très développés. Voilà. Et malheureusement des femmes qui ont des côtés masculins très développés. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire. Enfin, je sais que pour avoir parlé avec beaucoup d'hommes, qui disent on est quand même poussé quand même par ces pulsions. Et moi je connais des hommes qui m'ont dit on est embêté par ces pulsions, on ne les voudrait pas, elles sont là malgré nous. Alors quand ce sont que des pulsions comme ça va, mais quand ça pousse quelqu'un après devenir un prédateur, etc., ça arrive malheureusement. Alors on peut après aussi, à contrario aussi, il y a des femmes aussi qui ont certaines pulsions et qui partent dans une espèce de... Je ne vais pas dire des délires, mais c'est vrai qu'il y a des montées hormonales et qu'il y a certains moments de ça qui sont durs à maîtriser, quoi. Ah mais absolument, c'est pour ça. Ce qu'on nous demande, je crois, au cours d'une vie, c'est de prendre conscience déjà de nos ombres, et ces pulsions sexuelles et autres sont des ombres. Mais des ombres qui peuvent être très bien amenées à la clarté. Enfin, on l'a bien entendu dire par des hommes qui ont des pulsions sexuelles qui peuvent même les avoir poussés au crime. Mais faites-moi au moins une camisole chimique parce que je ne le veux pas, moi, je ne les veux pas ces pulsions. Mais alors aidez-moi, je ne suis pas capable tout seul de les maîtriser. Donc c'est toujours pareil, tous les cas sont différents. Mais je crois que la particularité d'un initié, d'une personne qui est arrivée à un certain stade, c'est qu'elle maîtrise toutes ses pulsions, Mais qui ici peut dire maintenant j'ai tout maîtrisé, j'ai tout compris, je suis maîtresse et maître de moi en l'absolu. C'est difficile de se connaître soi-même à ce point. Hein. Et moi je vais te dire pourquoi, parce que ça dépend des circonstances. Tu peux très bien avoir, si tu mènes une vie correcte, tranquille, tout va bien, bon, tu n'es pas obligé de boire de l'alcool, de faire ci, de faire ça, ouais. Mais tout d'un coup, quelque chose arrive dans ta vie. Un événement, ça peut être un événement dans toutes les sommes. Et tout d'un coup, tu es confronté à une situation. Mais tu ne sais pas à l'avance comment tu vas la vivre. Moi, je me méfie beaucoup de ça. Hein. Par exemple, pendant les guerres, j'ai souvent pensé à ça, puisque je suis née après à cette époque-là quand même. Je me disais, et si toi, tu avais été confronté à la guerre et à tout ce que ça a amené à l'époque, est-ce que tu aurais été une héroïne ou une lâche? Est-ce que tu aurais fait de la résistance ou le contraire? Ou du moins de rester tranquille, voilà. Est-ce que tu aurais eu le courage d'envisager même d'être torturé? Avec tout ce que ça représente. Ça te fait poser ces questions que tu ne te poses pas quand tu vis normalement. Et que plein de gens se posent en ce moment, partout dans le monde. Ils sont bien obligés de les poser, les questions, ils y sont. Ils sont plongés dedans. Donc, je crois qu'il ne faut jamais être trop sûr de soi en ce qui concerne toutes nos peurs, nos craintes, nos besoins, etc. Mais essayer de l'améliorer, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il te semble? C'est quoi la plus belle chose que tu aies vécue dans ta vie? La naissance de mes enfants. Même si les deux naissances ont été très très différentes l'une de l'autre. Parce que j'avais pas le même âge déjà. Donc, il est certain qu'entre-temps, il y avait eu une sorte de maturité qui s'était... Enfin, quand je dis maturité, c'est un bien grand mot. Enfin, disons, j'avais revu les choses un peu différemment. Voilà. C'est des moments magiques, fort puissants. C'est très puissant.
J'ai surtout vécu mon premier accouchement comme quelque chose de très douloureux. J'ai été accouchée par un médecin qui avait bu, D'accord. qui m'a assez maltraitée. Et ça a évidemment rejailli sur ma façon après de concevoir mon rapport avec mon enfant. Avec l'enfant. Voilà. La deuxième naissance a été beaucoup plus simple, elle a été beaucoup plus, je dirais, harmonieuse, mais la grossesse s'est faite dans un moment difficile de la famille, où il y avait une grave maladie qui était là. Donc, voilà, dans les deux cas, il n'y a pas eu complètement épanouissement. Il y a des femmes qui sont épanouies et qui ne demandent qu'à être enceintes. Plus souvent elles sont enceintes, plus elles sont heureuses. Pas moi. J'en ai vécu deux, très différentes. Et c'est pour ça que je dis que même si on a plein d'enfants, ça ne sera jamais pareil. Ça sera jamais pareil. Surtout que j'ai perdu ma fille aînée. Alors, ça donne encore plus de recul. On dit là, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai été une bonne mère? Est-ce que tu te poses toutes les questions après, tu vois? Et t'as pas de réponse. Et tu culpabilises. Voilà, et ça c'est la vie, et puis voilà quoi. Y a-t-il un endroit dans ce monde où tu te sens le mieux? Ah, moi c'est dans la nature. Voilà, dans la nature, dans les bois, quand je suis entourée d'arbres, voilà. Les arbres. Il me faut des arbres. Voilà. Ça t'arrive de leur parler? Oh ben oui, je leur parle. Je parle à mes plantes aussi. Oui, je leur parle. Je sais que par exemple mes plantes, quand je voyageais beaucoup, j'étais toujours par Mons et par Vaux pour conférences et tout ça, je disais à mes plantes de la maison, les filles, je vais revenir. Je suis en train de revenir. Je sais que vous avez soif, mais vous attendez un peu. Hein. Soyez sages. Soyez sages, soyez patientes, j'arrive. Ben, j'avais toujours des plantes rayonnantes quand j'arrivais. C'est fou comme ça marche, ça. Alors après, Ah si, ça marche. quel était Ça marche avec les poules. Alors tu vois, moi je leur poules, je dis... Tu parles à tes poules. Ah oui. Oui, je sais, oui. Et tu n'as pas réussi à leur dire attention, la petite bête qui va entrer dans le poulailler. J'étais plus dans un esprit matérialiste, et je leur disais, écoutez, je ne vais pas vous manger, moi je ne suis pas violent, machin, etc. Faites des œufs, c'est un bon deal, on vous donne des graines, faites des œufs. On fait des œufs, mais les œufs, ça attire les belettes. Les belettes. Et blanc. Comme quoi, hein, la sécurité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non. Non, ça n'existe pas. En dépit de tout l'amour que tu leur as donné. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de coq. Je pense que s'il y avait un coq, la belette, elle viendrait peut-être pas. Ah, ou alors elle commencera par le coq. Ah, le coq, c'est violent quand même, ça se défend. Oui, c'est vrai qu'ils sont... Ben, ils sont là pour protéger leur poulette quand même. Ben oui, comme... Faut bien que ça serve à quelque chose, un coq. Et les hommes aussi, hein. Exactement, exactement. Dans les tribus, avant, ben c'est ça, l'homme protégé. Le chasseur-cueilleur, protecteur. Voilà. Ouais. Et je trouve d'ailleurs ce côté protecteur de l'homme extraordinaire. Moi, j'adore les hommes qui sont galants. Je trouve que c'est chouette. Oui, alors pas trop non plus, pas trop en faire non plus. Ah, mais j'ai pas dit des harceleurs. Oui, oui, non, bien sûr. Mais je trouve que nous, on a quand même ce côté à la fois puissant, mais besoin d'être protégé. Ouais, c'est le paradoxe. C'est un paradoxe. Hein. Ouais. Donc je trouve que quand un homme se montre viril sans trop... Mais c'est quoi la virilité? Tiens, c'est une bonne question. Est-ce que finalement, c'est pas le pacifisme et la sagesse, la vraie virilité? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Que chacun soit à sa place et ne soit pas contre l'autre. Je trouve abominable cette guerre des sexes. Parce que si on nous a fait hommes et femmes, c'est qu'on doit vivre, peut-être pas ensemble tout le temps, mais on a notre raison d'être, voilà. Alors ceux qui méprisent les femmes, il y en a plein, ça veut dire qu'ils méprisent la moitié de l'humanité. Leur mère déjà aussi. Déjà. Il y a aussi des femmes qui méprisent les hommes. Après, bien sûr. En fait, c'est du communautarisme tout ça. Bien sûr, bien sûr. Je pense que, ouais. Et religieux. Et religieux aussi, ouais. Religieux. Parce que quand on pense que ceux qui se prennent comme exemple Jésus, le maître Jésus, c'est quand même un bon exemple. Eh bien, il s'entourait de femmes. Il aimait être entouré de femmes.
Et il le disait lui-même, il le disait que les femmes étaient plus capables encore que les hommes à transmettre la parole. Et d'ailleurs, Saint-Pierre en a voulu beaucoup à Marie-Madeleine. Il le disait, qu'on enlève cette femme parmi nous. Alors que c'est peut-être elle qui a le mieux compris le message. Certainement. J'avais écrit une pièce de théâtre là-dessus. Génial. Donc en fait, tu vois, tu n'en as pas parlé avec Christian avec Christian. Christian Doumergue. Ah non, non. Qui est le grand spécialiste français de Marie-Madeleine. Mais on n'a pas eu le temps. Ah, dommage, il va falloir. Ah, oui, on n'a pas eu le temps. C'est un régal à écouter, hein, vraiment. Donc en fait, il est très érudit sur la question, hein, vraiment haut niveau. Et il est même spécialisé dans la gnose, que tu dois connaître. Oui. Et ça, selon lui, et je partage son avis, c'est le vrai message christique qui est là, quoi. Bah évidemment. Et on s'est trop éloigné de tout ça. Bah, parce on a rajouté. Le fameux concile de Nicée qui en fait a politisé une religion quelque part un peu. C'est ça. Et il faut reconnaître que tout est... Pourquoi pendant des siècles le pouvoir a marché avec la religion? Ils avaient des biens communs. Hein, ils avaient quelque chose en commun qui était quand même, je dirais, pas le bonheur du reste du monde. Hein. Voilà. Mais enfin bon, tout ça, c'est l'histoire, c'est le déroulement de l'histoire. Voilà. Selon toi, la chance existe-t-elle? Ça, c'est difficile à dire. Est-ce que le hasard, c'est pas en finalité un mot que l'on utilise, qu'on vient coller sur quelque chose que nous ne sommes pas à l'heure actuelle capables d'expliquer ou sur le moment? Il y a des chances. Pourquoi est-ce qu'il arrive des choses... Oui, on appelle plutôt ça des fois des synchronicités. On dit que Dieu a joué au dé. Et d'ailleurs, ce mot dé cache un mot, je crois, arabe qui veut dire hasard. Quelque chose comme ça, je crois. Me souvenir d'avoir vu ça. Le jeu de dés, c'est le jeu du hasard. Bon, après, la chance, je ne sais pas. Mais il est bien évident aussi qu'il y a vraiment des gens qui ont de la chance. Et beaucoup de gens aussi qui n'en ont pas. Tiens, on va revenir un peu sur l'astrologie. Est-ce qu'il y a des signes qui sont plus disposés à avoir de la chance que d'autres? Ah ben alors là, là j'en sais rien. Moi j'ai entendu dire que le poisson était bien disposé à avoir de la chance. Ah bon? Ouais, alors ça c'est un bon dit, maintenant après je sais pas. Non, je n'ai pas, je peux rien dire. Je vois ça parce que ma mère est poisson et quand elle va au loto, mais loto de quartier, ben, elle gagne presque tout le temps. Alors que moi je n'ai jamais gagné. Ah, moi non plus. Une fois ma mère dans un loto, elle a gagné 7 fois de suite. Wow. Alors c'était des petits paniers garnis, machin, etc. Mais, oui, mais enfin... La salle commençait à siffler parce qu'ils croyaient qu'il y avait justement un coup était monté entre elles, celui qui faisait tourner les boules. Oui. Mais alors c'est peut-être une histoire de loto, de la boule qui passe et puis qui s'arrête plusieurs fois pour la personne. Je ne sais pas là, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas de chance. Ouais. Mais c'est terrible. Tout leur arrive. Quoi. Des fois, c'est une journée. Alors, des fois, quand c'est une journée, ça va. Mais tu as remarqué, des fois, tu avais des journées, le matin, tu te lèves, tu renverses le café, et ça va donner carrément. Oui. Alors, c'est peut-être aussi une relation de cause à effet. C'est-à-dire que dans la loi des séries. Voilà. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qu'inconsciemment, on demande quelque part. Tu vois, tu te dis, ah, ça part mal. Si tu dis ça dès le matin, peut-être bien qu'après, tu vas avoir des problèmes dans la journée. Ça pourrait bien arriver, oui. On a parlé de synchronicité un petit peu, là. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'avoir... des synchronicités dans ta vie remarquables? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a oui, mais là sur le coup, là, Si, il y a eu ces histoires avec les scarabées, par exemple. Oui, voilà, par exemple. Oui. Là, j'en vois pas d'autres sur le coup, mais il m'en est tellement arrivé que finalement, je dirais presque que c'est pas quotidien, mais très souvent. Très souvent. Très souvent. Ouais. Est-ce qu'en fait, on n'est pas là aussi quelque part bloqué? Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certains états qui sont plus propices justement à les remarquer que d'autres. Certains états dans lesquels on peut se trouver, ça peut être la joie comme la grande tristesse, où là, on va avoir des messages partout et qu'on va pouvoir interpréter, et ça va vraiment très bien coller à notre situation. Et si on est suffisamment costaud pour les analyser, ça va nous donner énormément de solutions. Et en fait, on a l'impression que l'univers nous envoie ces messages en permanence pour essayer de nous alerter, dire « Attends,
tu es sur le bon ou le mauvais chemin, continue, c'est génial, n'y va pas. Oui, mais de toute façon, des informations, on en reçoit tout le temps de notre corps, du temps, de notre famille. On est informé à perpétuité, je dirais. Mais seulement souvent, ça passe à l'as, quoi. On passe à côté de On passe à l'essentiel. autre chose. Oui. Voilà. Oui. Allez, on va rigoler un petit peu. Oui. Ah, tiens, mais on n'était pas trop triste. Ah non, on n'était pas triste du tout, mais là, on va un peu délirer. Allez, on imagine que le président de la République démissionne et d'autres élections présidentielles sont organisées. Et par un concours de circonstances extraordinaires, tu deviens président de la République. Quelle horreur. Première femme présidente de la République. Alors, je dirais que dans le contexte actuel, avec la façon d'être des Français, en général, oui, eh ben, c'est ingouvernable. Donc, au revoir. Alors, moi, je dis ciao, prenez quelqu'un de plus compétent. Ah non, mais ils t'ont élu toi, ils croient en toi, c'est toi qui veux. Ah, mais il croit en moi. Bon, eh ben alors. Donc, c'est quoi tes premières propositions? Mais sans que ce soit trop sérieux, ça peut être n'importe quoi, mais tu vois. Ah, ben descendez dans la rue, non pas pour manifester, mais pour vous embrasser. Allez, embrassez-vous, dites-vous que vous vous aimez, que tout est bien, vous avez de quoi manger, etc. Voilà. Mais c'est amusant parce que, ce que tu me dis là, parce que quand M. Macron a été élu président de la République, non pas que j'ai dit qu'il fallait que je... Non, non, nous avions exactement 40 ans de différence. Il avait 40 ans, j'en avais 80. Mais vous êtes nés le même jour? Non, mais enfin, on a la même 40 ans de différence. Donc, parce que tu aurais pu être une réincarnation d'un esprit qui vient du futur, qui est le Macron d'aujourd'hui. Mais ça m'a frappé, ces 40 ans de différence. Ouais. J'ai dit, voilà, il arrive avec ses 40 ans tout neufs. Moi, déjà, mes 40 ans, ben, j'en ai déjà vécu 40. Donc, j'ai déjà un petit peu, je dirais, traîné mes guêtres sur la terre et réfléchi. Comment ce tout jeune homme, je dirais, sortant en plus de grandes écoles, comment cet homme va-t-il pouvoir comprendre un peuple aussi différent, avec des gens aussi différents, avec des besoins aussi différents, des états d'esprit aussi différents? J'ai failli lui écrire, et la lettre, elle était dans ma tête, en lui disant « Saurez-vous être le père de cette nation ?» Mais c'est le mot qui m'est arrivé. « Saurez-vous être le père de cette nation ?» Exactement comme un père de famille doit tenir compte de tous ses enfants s'il en a plusieurs. Et dire, oui, toi, tu as besoin de ça, toi aussi, et des fois des choses complètement différentes. Bon, j'ai dit, non, mais attends, là, tu vas pas aller écrire au président de la République ta lettre. Il te propose un cabinet ministériel. Hein. Eh ben, alors là, je veux celui de la joie. Ah, de la joie. On va créer le ministère de la joie. De la joie et de l'harmonie. De l'harmonie. Mais c'est pour dire que, non, pour être président de la République, je crois que déjà il faudrait y réfléchir longtemps à l'avance. Pour se dire, est-ce que j'ai les qualités pour? Qu'est-ce que je suis capable d'apporter ou pas? Jusqu'où je peux aller ou pas? Est-ce que finalement, j'aime mon peuple? Voilà. Et ça, alors justement, c'est une chose que j'ai vraiment reprise. Ça, je le sens profondément, parce que dans mon livre, justement, Soleil ascendant Scarabée, j'ai repris l'histoire de la royauté, et un de mes personnages est candidat de sa famille très ancienne, il descend des Capétiens, et j'imagine qu'on lui a demandé, à un moment donné, après le traité de Maastricht, de devenir un personnage très influent dans le pays. Donc, tu vois, j'ai déjà réfléchi à ça. Et ce que je fais dire à ce personnage, ce que je fais voir autour de lui, c'est qu'il faut qu'il agisse avec une grande noblesse d'esprit. C'est-à-dire être complètement détaché des biens de ce monde. Parce que ça, si tu as envie d'être entouré, d'être toujours loué, congratulé,
tu ne pourras pas avoir cette maîtrise d'esprit. Donc mon personnage, j'en fais vraiment quelqu'un qui est d'une grande noblesse et qui sait que justement il va avoir trop de mal et qui va refuser finalement, mais parce qu'il sait que lui, il sera envahi par des gens qui vont faire en sorte de le faire changer, de le faire, comment je dirais, de l'influencer, et que s'il ne veut pas être influencé, il sera mort. Et d'ailleurs, il meurt, Il meurt dans mon livre. Hein. Ah. Il meurt. L'écologie, au sens noble du terme, c'est avant tout le vivre ensemble. C'est l'interaction des êtres vivants entre eux et leur milieu. Aujourd'hui, penses-tu que ce problème écologique serait pas avant tout un problème démographique? Est-ce que ça vient pas de là? Il est, mais il est surtout trop politique. La Terre est capable de nourrir ses enfants. Elle en a vu d'autres. Bon. Je ne dis pas qu'il y a eu 8 milliards d'habitants avant, mais je veux dire qu'elle a cette générosité, cette potentialité de faire vivre tout le monde. Tout est savoir par la répartition des biens. Les Amérindiens l'ont toujours dit, on doit prélever dans la nature ce dont on a besoin. Et ça, oui, on est fait de chair, on a faim, on a des besoins matériels, ça, il faut les... Bon. Mais il y a des gens qui, tout d'un coup, vont prendre tout ce qu'ils peuvent... je pense, par exemple, un exemple que tout le monde connaît, entre l'Angleterre et l'Irlande, dans les années, je me trompe peut-être un peu, mais dans les années 1875, je crois, l'Irlande est un grand cultive beaucoup les pommes de terre, on en parlait à midi. Et il y a eu une année, ou plusieurs années, où les pommes de terre ont été saccagées par le mildiou. Mais vraiment saccagées. C'est-à-dire des champs entiers de pommes de terre qui pourrissaient dans les champs. Les gens ont commencé à avoir faim, vraiment très faim. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Anglais qui étaient introduits dans le coin, ils ont raflé les quelques pommes de terre qui existaient. Qu'ont fait les Irlandais? Ils sont partis. Et c'est ainsi que beaucoup d'Irlandais sont à New York, sont en Amérique, et ils ont peuplé, je ne dirais pas qu'ils ont peuplé l'Amérique, si on peut dire, mais le fait justement d'avoir été éjectés, que les autres ont tout pris ce qui restait, et d'ailleurs ils ne s'aiment pas trop. Moi on me l'a dit quand j'étais en Irlande, on m'a dit écoutez, je ne sais pas, ça doit être dans nos gènes, mais on ne les aime pas toujours beaucoup. Cette histoire de pommes de terre... L'histoire des pommes de terre leur est restée sur la patate, c'est le cas de dire. Donc, si toutes les richesses étaient bien réparties et qu'on ne prélève que ce dont on a besoin, moi je pense qu'il peut se passer, on peut avoir encore de très belles heures sur Terre. J'appelle ça en fait le concept un petit peu de la tomate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, si tu veux ta tomate, tu prends ta voiture, tu vas la chercher, tu l'as de suite. Et la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il faut avoir une initiation minimum pour la culture de la tomate. Il te faut 3 mois pour en prendre soin, même lui parler, pour pouvoir manger ta bonne tomate. Oui, je sais bien. Et maintenant, on fait venir des tomates du Cap. Alors, on nous parle du CO2. C'est un problème aujourd'hui. Écoutez, nous, on ça a fait, va pas, ça. il y a quelques années, je te parle de ça, il y a plus de 10 ans, on a fait un film sur une association qui œuvrait pour la défense des salades ici en Provence. Et un des producteurs de salades me disait que sur une salade qui coûtait à peine 1 euro à l'époque, qui maintenant est passée à 1,50 €, voire 1,90 €, oui. Sur 1 euro, il y avait 90 centimes de la salade, c'était de l'huile de roche, c'est-à-dire l'emballage, les systèmes de chauffage pour la faire pousser l'hiver et pour la prévenir des gels, et bien entendu le transport pour la mener du lieu de production au lieu de consommation. Donc une salade qui dans la nature vaut même pas 10 centimes, en définitive, le coût pour la mener à l'instant T au consommateur qui a besoin de cette salade maintenant s'il ne peut pas vivre, eh ben c'est 90% de son prix. Absolument. Mais là maintenant où on va être obligé par le fait de ce qu'on a... on a été trop dispendieux, trop cupide, trop tout ce que tu voudras, on va être obligé
Et on en parle de plus en plus. Cette sobriété dont on nous parle, j'espère qu'elle sera la sobriété chez tout le monde, et pas seulement chez les pauvres, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, cette sobriété peut nous permettre, si elle est ressentie par tout le monde, ça peut nous permettre, malgré tout, d'aller plus loin, ou de je dirais, de reconstruire nos vies autrement. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir 4 piscines. Si on a 4 résidences, 4 piscines, est-ce qu'on a besoin d'avoir 4 résidences secondaires, par exemple? Ouais. Je ne sais pas. Après, ces gens riches partent dans une espèce de course à l'avant. Oui, c'est ça. On ne se rend pas compte de la richesse de ces gens-là. Ouais. C'est complètement dingue. Enfin bon. Je lisais encore un passage écrit par un grand maître, et disait ce qui manque chez les terriens, ce que les autres on ne sait pas, c'est un peu de bon sens et de sagesse. Et moi je me souviens quand j'étais petite chez mes grands-parents, il y avait déjà cette sagesse naturelle, puisqu'on était dans une ferme, on se nourrissait bien sûr des produits de la ferme, mais on ne cherchait pas à vivre autrement, on n'essayait pas de se dire mais si j'avais de l'argent, mais qu'est-ce que je ferais, tout ça. Non, on était content de vivre ce qu'on avait à vivre, et puis voilà. Maintenant, il y en a un qui a moi je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme belle voiture, moi je ne connais pas les voitures, mais enfin, on se dit, quand elle aura fait 3000 km, j'achèterai la plus grosse. Puis maintenant, je l'achèterai à hydrogène. Maintenant, je vais, etc., etc. Ça n'a plus de sens. On est parti, là, on ne sait pas où on va. Mais la Terre, elle nous le dit. J'ai des limites, les petits. Et c'est pour ça que j'ai tant aimé aussi faire mes conférences sur les Vierges Noires. Parce que les Vierges Noires sont là pour nous dire, attention les enfants, attention. Parle-nous un peu de ces Vierges Noires. Oh là là, alors si on commence sur les Vierges Noires, on y est encore demain. Allez, vite fait. La batterie, ça peut c'est la sagesse de la Terre. Il te reste des pommes de terre ce soir? Oui. Oui, pourquoi? Si on reste jusqu'à demain. Oui, il me reste pas pour nourrir 4 personnes. Mais c'est simplement les gardiennes de la Terre, celles qui nous parlent de la fécondité. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est pour ma culture personnelle, pourquoi Vierges Noires? Parce qu'elles sont noires. Noires de peau, c'est des africaines. Oui. Elles ont la couleur de la terre. Et elles sont normalement dans les cryptes des églises. Donc, elles ne sont pas éclairées par la lumière du soleil, les Vierges Noires. Elles sont dans les racines. C'est les racines de la terre. Est-ce qu'on peut créer une analogie avec Gaïa? Ah oui, mais Gaïa, c'est une déesse, alors. Ah, d'accord. Comment la déesse... Je croyais que Gaïa, c'était l'âme de la Terre, comme si la Terre était un être vivant. En fait. Voilà, mais la Terre est un être vivant, on ne peut pas dire le contraire. D'accord. C'est pour ça que sa vie est importante. Et que si on veut continuer à vivre, il faut absolument veiller sur la vie de notre mère. Quand on tue sa mère, après, il y a des problèmes quand même. Donc les Vierges Noires ont toujours été énormément honorées par les gens de la terre, parce qu'ils savaient, eux, ce qu'ils devaient à la terre. Toute leur subsistance en venait. Là, ça a été vraiment pour moi un bonheur de pouvoir parler des Vierges Noires, de faire des conférences. Je suis allée jusqu'à Montréal, au Québec, pour en parler, et bien d'autres. Et je retourne là bientôt à Cassis pour la refaire. Ah, génial, super. Liberté, égalité, fraternité, c'est on va dire, le slogan de la République française. Tu en penses quoi, toi, de liberté, égalité, fraternité? Dans la théorie. Ça te convient, ou si tu devais changer, tu changerais quoi? Oh, mais moi, elle me va. Si on le mettait en pratique, c'est merveilleux. Mais j'ai rien à dire contre ça, la liberté, la fraternité, l'égalité, il y a tout. Seulement malheureusement maintenant, moi j'ai une autre trinité, hélas, qui s'appelle argent, sexe et pouvoir. Il y a argent, addiction et pouvoir. Oui, c'est ça. Parce que maintenant le reste n'existe plus. On peut effacer les frontons, c'est fini.
Oui, mais ça reviendra, j'espère. On ne va pas dire que ça, c'est pas... Mais là, c'est une prise de conscience universelle. Voilà. Aujourd'hui, en général, hein, quelle que soit l'élection depuis quelques années maintenant, il y a en moyenne des taux d'abstention qui sont de l'ordre de 50% sur les personnes inscrites sur les listes électorales. Et sur ces 50% de votants, en général, celui qui est élu, il est élu avec les 50% des 50%, c'est-à-dire 25%. Est-ce que tu trouves que c'est démocratique, ça? Non. C'est démocratique dans l'apparence, mais en réalité, non. Comment faire pour arriver à faire en sorte que ça soit différent? Parce qu'en fait, après, comment tu veux faire appliquer des lois si tu n'as voté que pour un homme ou une femme qui a fait que 25% des suffrages, en fait, mais c'est le gros problème, la faiblesse des démocraties. Alors, entre une démocratie qui est plus ou moins défaillante et une tyrannie, une dictature... Le choix est vite fait. Oui, quand même. Parce que sinon, bon... Mais de toute façon, nos démocraties devraient être une force. Mais comment demander à 68 millions d'habitants d'avoir un élan commun vers quelque chose? C'est trop politisé. C'est trop politisé. Tu auras toujours les pour et les contre. Ah, bien sûr, Athènes, c'était facile. La ville d'Athènes, oui, mais ils étaient combien à l'époque? Je ne sais pas quelle était la population d'Athènes à l'époque de Socrate. Ben, ça n'allait pas chercher bien loin quand même. Donc on pouvait se réunir dans l'agora et puis discuter avec les anciens et puis écouter Socrate ou quelqu'un d'autre, ça allait. Mais maintenant, 68 millions d'habitants contre tous les millions d'habitants à côté, de chaque côté, en haut, en bas, hein. On est arrivé, je crois, à quelque chose de très difficile. Très difficile. Alors après, ben, on fait je dirais, on met des sparadraps. Il y a des plaies qui s'ouvrent, des failles et tout. On met des sparadraps, des rustines. On fait comme on peut. Voilà. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Vieillir ou mourir? Ah, ni l'un ni l'autre. Ah, pas du tout. Vieillir, je trouve que c'est très bien, tant que je suis pas malade. Et quant à mourir, alors, impeccable. Tout ce que je souhaite, et ça, oui, c'est un souhait vraiment très profond, c'est de ne pas être prise trop dépourvue ou pas trop souffrir, mais pouvoir dire à la fin, juste avant de pousser mon dernier soupir, mon Dieu, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et ce que j'ai pas pu faire, pardonne-moi. Je le ferai peut-être mieux la prochaine fois. Ah ben tiens, justement, on y arrive, on est au paradis. Admettons qu'il existe. Ouais. Et c'est notre cher Saint-Pierre dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses qu'il va te dire quand tu vas arriver? Ben, probablement un peu mieux faire. Je suppose. Parce que je suis assez lucide sur ma vie actuelle, je ne sais pas encore ce qui m'arrivera, pour me dire que j'ai fait des bêtises. Mais ce qui était souvent des bêtises par ignorance. Parce qu'après, quand j'ai su des choses, je ne les aurais pas faites. Et que très souvent, j'ai manqué de discernement. Voilà. Et c'est la numérologie qui m'a appris, justement, à acquérir un peu de discernement, parce que je sais qu'on ne peut pas tout dire aux gens. Puis je suis devenue guérisseuse aussi, il y a 40 ans. Et là aussi, j'ai été confrontée à quelque chose de terrible, à la souffrance humaine. Et là aussi, ben, j'étais quand même encore un peu jeune, peut-être, pour avoir toutes les données, tout le discernement. Donc savoir ce qu'il fallait dire aux gens, ne pas leur dire. Là aussi, j'ai été confrontée, là ça m'a fait beaucoup mûrir, cette expérience de magnétiseuse. Parce que tout d'un coup, on sort de l'ordinaire. Les gens viennent et nous confient leurs problèmes, leurs angoisses. Et j'ai appris des choses sur les maladies, je ne connaissais même pas le nom des maladies.
J'étais en période, j'étais carrément en impuissance. J'avais finalement que mes mains et ce que je pouvais leur donner de réconfort. Mais on s'aperçoit que, moi je me suis aperçue là, que les gens étaient très courageux. Je me suis retrouvée vraiment réduite à pas grand-chose, personnellement dans ma vie, je dis bien, par rapport au courage que j'ai vu chez des gens qui avaient des épreuves les unes après les autres, des maladies pas possibles, des enfants malades dont ils devaient s'occuper d'eux. Et moi je me suis dit, mais ma pauvre, mais tu n'aurais pas été capable de vivre jour après jour tout ce que ces gens ont vécu. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur moi-même, en disant, oh là là, ne te crois pas trop, hein. Mon ego en a pris un sacré coup. Et j'en suis heureuse. Parce qu'on a trop tendance, je me souviens que c'est agréable de soigner les gens et puis d'en guérir quelques-uns. C'est vrai, il y a une espèce de satisfaction, il faut dire ce contraire, surtout quand les premiers. Mais après, tout d'un coup, tu te trouves devant des cas qui sont tout aussi pénibles que d'autres, mais tout d'un coup, tu te dis, ah, mais qu'est-ce que je suis, moi, là, par rapport à ce cas, par rapport à cette famille qui souffre, par rapport à ce problème qu'ils sont obligés de vivre jour après jour. Ah, j'ai eu des cas incroyables. Je me suis dit, mais comment les gens peuvent vivre ça? Quel genre de cas? Oh ben, je me souviens par exemple d'un monsieur qui m'a amené sa fille. Sa fille avait plus de 25 ans. Elle était toute recroquevillée sur elle-même. Et en plus, elle avait ce qu'on appelle ah ben ça y est, bifida. Oh, je trouve pas le mot. Bon, bifida, c'est-à-dire elle avait une queue. Sa colonne vertébrale. Assieds-toi un peu plus sur le canapé aussi, sorti de l'écran. Ah, pardon. Ah, si. Voilà. Et elle n'avait donc, elle urinait en permanence, quoi. Sa vessie, ne la gouvernait pas. Et cet homme me l'amenait en espérant que j'allais faire quelque chose pour elle. Il la prenait dans ses bras, il sortait de sa voiture, il l'amenait dans ses bras. Et moi, devant cet enfant, c'était quoi cet enfant? Je ne peux pas l'expliquer. Ça me tordait de douleur de voir et en même temps d'admiration pour ce père. Donc j'ai fait ce que j'ai pu avec cet enfant. Je ne crois pas l'avoir beaucoup aidé, hein. Mais il me l'a amené quand même, il m'avait dit qu'à un moment, ça allait un peu moins mal, c'est-à-dire qu'elle urinait un peu moins souvent, donc ce progrès, ben, pour lui, c'était encourageant. Alors donc il a dû me l'amener, moi je sais pas, 5 fois, peut-être. Mais chaque fois, il vous rendez compte, il l'a porté dans ses bras et on sentait qu'il l'aimait. Et moi je me disais, mais est-ce que tu pourrais aimer un être comme ça? Alors déjà, ça te met face à toi, à ta faculté profonde. Ah, j'aime le monde, j'aime les gens. Jusqu'où tu aimes. Tu vois, ça a été une prise de conscience pour moi qui a été très douloureuse. Jusqu'au moment où tu aimes. Tu vois? Voilà. Et d'autres cas, j'ai suivi un monsieur aussi qui avait un cancer du pancréas arrivé au dernier stade. Les médecins lui avaient dit carrément, on ne peut plus rien pour vous. Nous, on ne peut plus rien pour vous. Faites ce que vous voudrez, on ne peut plus rien pour vous. Il avait entendu parler de moi, je ne sais pas comment, je parle il y a déjà tellement d'années. Et il est venu plusieurs fois, et chaque fois, il aimait rire, cet homme, il était plein de joie et tout ça. Donc, je ne sais pas, je le soignais, je ne sais pas qu'est-ce que je faisais, toujours avec les mains. Je ne sais même plus très bien où je mettais mes mains, sans doute sur son pancréas, je ne sais pas trop, là. Et il repartait. Eh bien, il a été prolongé pendant plus de 6 mois. Oh oui, bien plus de 6 mois. Donc, il venait à peu près tous les 3 semaines, 1 mois. Pour lui, c'était un grand bonheur. Il venait, il était heureux, on bavardait, etc. Il repartait, il était content. Puis un jour, il n'est plus revenu parce qu'il était mort, quoi. Donc, ça m'a fait poser beaucoup de questions, de devenir magnétiseuse. Et je pense, parce que tu me parlais tout à l'heure de vie antérieure, j'ai quelqu'un qui un jour m'avait dit
vrai ou faux, je n'en sais rien, m'avait dit en Atlantide, tu étais un grand médecin. Mais tu n'as pas toujours fait ce qu'il fallait, peut-être, pour les gens qui venaient. Tu manquais de compassion, de je sais pas quoi, je sais plus ce qu'on m'avait dit. Bon, moi j'avais pris plus ou moins, on peut bien nous dire n'importe quoi, hein, voilà. Mais j'ai compris, puisque c'est bien après que qu'on m'a donné ce don de guérir, et je sais quel jour je l'ai reçu en plus. Bon. Et je me suis dit, après, bah oui, la compassion, ben je comprends bien maintenant. Si j'ai manqué de compassion, ah ben d'accord, maintenant je sais ce que c'est que la compassion. Et il y a un grand maître qui dit, la compassion est le plus haut degré de l'amour. C'est tout ce que je peux dire. Mais ça, ce sont des expériences. Jamais je m'étais douté qu'un jour j'écrirais des livres comme ceux que j'ai écrits. Jamais j'avais pensé qu'un jour je ferais de la numérologie, puisque les nombres, je ne les aimais pas. Jamais j'aurais cru être capable de soigner quelqu'un avec mes mains, puisque de toute façon, ben, j'en savais rien. Donc, il m'est arrivé des choses dans la vie que je n'avais pas demandé, mais voilà, qui sont arrivées. Qu'est-ce que j'en ai fait? Le mieux possible, avec tout mon cœur et ce que je suis. J'aurais certainement, d'autres auraient pu avoir la même chose et en faire des choses beaucoup mieux, ou moins, je ne sais pas. C'est une vie. Et toi, Saint-Pierre, qu'est-ce que tu vas lui dire quand tu vas le voir? Je lui dirais, écoute-toi, tais-toi, t'as trahi le Christ 3 fois, alors tu la fermes, hein? Camembert! Ton message d'espoir pour demain? Ah, c'est que l'être humain réveille en lui toutes les potentialités spirituelles qu'il a, et qui sont là, et qui ne demandent qu'à vibrer et à s'éveiller. Voilà. C'est ça qui va faire qu'il y aura l'ère du Verseau ou il n'y aura pas d'ère du Verseau. Merci Aude de ta Ah oui? confiance. Merci Thierry. Merci beaucoup. Tu as eu beaucoup de patience. Mais non, c'est un plaisir. C'était magnifique. Mais on n'a pas parlé du coup, on n'a pas. Ah ben, c'est le dernier? C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Pour savoir si les gens veulent commander des livres ou connaître un peu toute Je cette... mettrai les liens en fait de D'accord. votre site internet qui D'accord. marche Voilà, très bien. sous l'interview. Ok. Allez, Hop. au revoir. Au revoir.